Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une institution qu'on pense tous connaître par cœur, l'école. Mais sous cette apparence si familière, il se cache une histoire beaucoup plus surprenante et même un peu dérangeante. Alors tenez-vous bien, parce que ce qu'on va découvrir ensemble risque de changer à jamais notre regard sur la salle de classe. Bon, la question qui lance tout, elle est simple, mais en même temps, elle donne le vertige. Comment ça se fait que dans un monde qui est en révolution permanente, que ce soit technologiquement ou socialement, eh bien la structure même de la salle de classe, elle a l'air complètement figée dans le temps. Prenons un exemple, la médecine. Franchement, regardez, on est passé de salles d'opération assez rudimentaires, à peine éclairées, à des blocs chirurgicaux hyper technologiques, robotisés, ultra stériles. La transformation est juste totale, c'est méconnaissable. C'est la même chose pour les transports. Il suffit de comparer les toutes premières voitures, vous savez, ces boîtes un peu fragiles sur des routes en terre, avec les véhicules autonomes et électriques qu'on a aujourd'hui, c'est littéralement un autre monde. Et maintenant, l'école. Et là, on touche au cœur du problème. Regardez bien. À gauche, une classe du début du XXe siècle. À droite, une classe d'aujourd'hui. Les bureaux bien rangés, le prof devant, le tableau. La structure fondamentale, elle n'a pas bougé d'un iota. C'est quand même hallucinant, non ? Et si justement cette immobilité, ce n'était pas du tout un échec, mais au contraire la preuve d'une réussite, la réussite d'un projet initial dont le but était très différent de celui qu'on imagine aujourd'hui. Non, cette conception n'est absolument pas un accident, c'est un héritage, et il est intentionnel. Pour comprendre d'où ça vient, il faut faire un petit voyage dans le temps. On part au 19e siècle, en Prusse. Parce que c'est là-bas que se trouve le plan, le blueprint de notre système scolaire moderne. Ce qui est fascinant avec ce modèle, c'est que son but premier, ce n'était pas vraiment l'épanouissement des enfants ou l'éveil de leur intelligence. C'était avant tout un immense projet d'ingénierie sociale. L'idée, c'était de façonner un certain type de citoyen, un certain type de travailleur. L'analogie est assez frappante. D'un côté, on a la caserne. Son but, former des soldats disciplinés, qui suivent les ordres. Et de l'autre, la salle de classe, qui forme quoi ? Des citoyens obéissants, qui suivent les instructions. Vous voyez le parallèle ? Dans les deux cas, l'objectif est de former des individus qui s'intègrent parfaitement dans une structure hiérarchique sans jamais la remettre en question. Donc on en arrive au point crucial. La fonction fondamentale de ce système, tel qu'il a été exporté et adapté un peu partout dans le monde, c'était de cultiver une seule et unique vertu au-dessus de toutes les autres, l'obéissance. Ce constat, ce n'est pas une opinion en l'air, c'est le fruit d'un travail de recherche énorme, mené par des historiens comme John Taylor Gatto, un enseignant américain qui a dédié sa vie à déconstruire ce mythe de l'école qui libère les esprits. Et Gatto le dit très crûment, le but n'était pas d'élever les enfants, mais, et je le cite, de briser leur autonomie pour en faire des soldats ou des ouvriers. Et qu'est-ce qui définit un bon soldat ou un bon ouvrier dans ce système ? Leur capacité à supporter l'ennui et à obéir. La révélation est brutale. Alors comment on fait ça ? Comment on conditionne des générations entières ? Eh bien on utilise des outils. Et les éléments les plus banals de notre vie scolaire sont peut-être pas du tout ce qu'on croit. Prenez la sonnerie par exemple, celle qui rythme nos journées d'école. En fait, elle ne fait qu'imiter la sirène de l'usine, celle qui signale le début et la fin du travail. Le découpage de la journée en blocs de matières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, parfait pour habituer l'esprit à passer d'une tâche à une autre sur commande, sans se poser de questions. Et les bureaux en rangée, c'est tout simplement l'agencement idéal pour une surveillance de masse et une communication à sens unique, de haut en bas. Au final, le produit qui devait sortir de cette école-usine, c'était un adulte bien spécifique. Un employé prévisible, un citoyen obéissant, et surtout, un individu conditionné à attendre qu'une autorité, quelle qu'elle soit, lui dise ce qu'il doit faire. Quel est l'impact de cet héritage, cet ADN du 19e siècle sur notre monde du 21e siècle ? La question est immense. Voilà la pensée finale et elle est assez provocatrice. Si l'école n'a jamais eu pour mission de libérer l'esprit critique, mais bien de le formater pour les besoins d'un monde industriel, alors la vraie question n'est plus comment on réforme l'école. La vraie question c'est, sommes-nous encore en train de préparer les enfants pour un monde qui en fait n'existe déjà plus ? Voilà une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et si le véritable objectif du système éducatif n'était pas de nous élever, mais plutôt de nous formater d'une manière très spécifique ? Alors voilà, on entre direct dans le vif du sujet. Le système ne se contenterait pas de mesurer l'intelligence, il la conditionnerait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça suggère que l'école n'est pas juste un endroit où on transmet du savoir. Ce serait plutôt une sorte de machine. Une machine pensée pour façonner les esprits, pour nous habituer à réfléchir et à agir d'une certaine façon. C'est vraiment le cœur de notre analyse. Le concept qu'on va décortiquer ensemble s'appelle la destruction cognitive. Rien que le nom est assez troublant.
L'idée, c'est qu'une des fonctions principales de l'école moderne serait en fait une sorte de recablage délibéré de notre capacité à penser par nous-mêmes, de façon autonome. Et cette destruction ne viserait pas des connaissances précises, comme les maths ou l'histoire. Non, elle s'attaquerait à quelque chose de beaucoup plus profond, de plus intime, notre auto-efficacité. C'est un concept clé du psychologue Albert Bandura, qui est en gros la croyance qu'on a en notre propre capacité à réussir. Donc, pour bien comprendre comment tout ça fonctionnerait, on est obligé de faire un détour par les travaux d'Albert Bandura et son concept phare, l'auto-efficacité. C'est vraiment la pièce maîtresse de toute cette théorie. Alors, l'auto-efficacité, c'est quoi exactement ? Pour faire simple, c'est cette petite voix intérieure, cette conviction qu'on a les moyens de résoudre un problème ou d'atteindre un objectif. Attention, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste le moteur qui nous pousse à agir et à ne pas baisser les bras. Et la force de cette croyance est juste immense. Comme le dit Bandura lui-même, le simple fait de croire qu'on peut y arriver augmente considérablement nos chances de réussir. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. L'auto-efficacité, c'est donc une part absolument essentielle de notre potentiel. Du coup, la question devient évidente. Si cette croyance est si fondamentale pour nous, par quel tour de passe-passe le système scolaire arriverait-il non pas à la renforcer, mais au contraire à la détruire méthodiquement ? L'outil principal, l'arme identifiée pour ce démantèlement, ce serait le système de notation. Cette quête permanente d'une validation qui vient de l'extérieur et qui finit par remplacer notre propre motivation. L'opposition entre les deux est frappante. D'un côté, on a le moteur naturel de l'apprentissage, la curiosité. C'est ce qui nous pousse à explorer, à apprendre des autres, et ça nous donne le droit de nous tromper. De l'autre côté, il y a la note, et avec elle, la compétition, le besoin d'être approuvé, et surtout, cette peur de l'échec qui peut devenir paralysante. Le résultat de ce remplacement, il est direct, il est radical. L'envie d'apprendre pour le plaisir de comprendre disparaît au profit du besoin d'apprendre pour avoir une bonne note. La motivation change complètement de nature. On ne cherche plus à explorer, on cherche à être conforme. Voyons maintenant les conséquences à plus long terme de ce mécanisme. Selon cette analyse, quel genre d'adulte ce système serait-il conçu pour fabriquer ? La réponse est assez glaçante. Un individu dépendant. On voit bien la logique, l'enchaînement. Tout part du remplacement de la motivation. Ça entraîne une perte de confiance en sa propre capacité à résoudre un problème sans un cadre précis. Petit à petit, l'individu est conditionné à ne plus prendre d'initiative, à toujours attendre la consigne. Et l'aboutissement de tout ça, un adulte qui, face à une situation nouvelle, cherche le mode d'emploi. Et voilà le portrait robot de la personne dont l'auto-efficacité a été complètement sapée. Quelqu'un qui n'ose plus se fier à son propre jugement pour avancer dans un monde complexe. Quelqu'un qui, au lieu d'inventer une solution, va chercher une autorité, un chef, un manuel qui lui dira exactement quoi faire. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion la plus troublante de cette analyse. Ce qu'on perçoit comme des échecs du système scolaire, le manque d'esprit critique, le manque d'initiative, ne seraient en fait pas des bugs du système. Ce seraient les caractéristiques voulues du produit final. La preuve, en somme, que le système a parfaitement réussi. On va se quitter sur cette pensée, une question qui invite à tout remettre en perspective. Et si l'école n'échouait pas à créer des esprits libres, mais réussissait brillamment à fabriquer autre chose ? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse. On va parler du hameau école, un concept qui imagine l'apprentissage non pas à côté, mais carrément au cœur de la vie en communauté. Tout part d'une question. Une question à la fois simple et assez vertigineuse. Et si on arrêtait de séparer le temps pour apprendre du temps pour vivre ? Et si tout ça ne faisait qu'un, au fond ? Alors attention, on va tout de suite mettre les choses au clair. Le projet ici, ce n'est pas juste de créer une énième école alternative de plus. Non, l'idée va beaucoup plus loin. En fait, la vraie révolution proposée par le hameau école, elle n'est pas dans les murs. C'est pas une question de construire un nouveau bâtiment. C'est avant tout un changement de regard, un nouvel état d'esprit sur ce que veut dire apprendre. Bon, mais alors, concrètement, c'est quoi un hameau école ? Imaginez l'instruction en famille, l'IEF, que certains connaissent peut-être, sauf que lieu que ça se passe en circuit fermé, eh bien on mutualise tout ça. On le met en commun à l'échelle d'un village, d'un quartier, bref, d'une communauté. On passe de l'instruction dans sa famille à une instruction par toute une communauté. Et pour qu'un tel modèle fonctionne, il lui faut un carburant, un moteur puissant. Et ce moteur, c'est une idée philosophique bien précise. Toute cette vision s'appuie en fait sur la pensée d'André Stern. C'est quelqu'un qui a énormément réfléchi à ce qu'il appelle l'écologie de l'enfance, c'est-à-dire comment laisser les apprentissages se faire de la manière la plus naturelle possible.
Et voilà la phrase clé, celle qui résume tout. C'est une citation d'André Stern, « L'enthousiasme est l'engrais du cerveau ». C'est une image simple, mais qui dit énormément de choses. Qu'est-ce que ça veut dire, l'engrais du cerveau ? Eh bien l'idée, c'est que le meilleur apprentissage, le plus solide, celui qui reste, il ne vient jamais de la contrainte. Il naît d'une étincelle, d'une curiosité, d'une passion qui vient de l'enfant lui-même. C'est cet élan, cet enthousiasme qui nourrit véritablement le cerveau et lui permet de grandir. D'accord, la philosophie est belle. Mais au quotidien, ça ressemble à quoi ? Comment est-ce qu'on passe de cette grande idée à la vie de tous les jours ? C'est là qu'on trouve la plus grande différence avec l'école classique. Dans un hameau école, on fait tomber les murs. Il y a plus d'un côté le monde des enfants et de l'autre le monde des adultes. Tout est mélangé, tout le monde vit et apprend ensemble. Du coup, une journée d'apprentissage peut être incroyablement variée. Un enfant, passionné par comment les choses fonctionnent, va passer un moment avec l'électricien pour voir comment il travaille. Plus tard, il va aider le maraîcher du coin. Et en faisant ça, il va comprendre le cycle des plantes. Et peut-être qu'en fin de journée, il ira voir le développeur informatique du village pour s'initier au code. Vous voyez l'idée ? Chaque personne de la communauté, avec son métier, sa passion, son savoir-faire, devient un professeur potentiel. Chaque activité du quotidien devient une occasion d'apprendre. En fait, le programme scolaire, c'est la vie réelle, tout simplement. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble, qu'est-ce que ça nous donne comme type d'éducation au final ? Ça donne un apprentissage qui redevient 3 choses. Organique, parce qu'il suit la curiosité naturelle de l'enfant. Sauvage, parce qu'il n'est pas mis en boîte dans des programmes rigides et des matières séparées. Et enfin, social, parce que tout se fait à travers le lien avec les autres. Autrement dit, c'est qu'une éducation qui se base sur la connexion humaine, sur l'acquisition de compétences vraiment utiles et concrètes, et sur le sentiment de participer, de contribuer pour de vrai à la vie de sa communauté. Tout ça nous amène à une dernière question, une question à garder en tête. Quand on réfléchit à l'éducation de demain, quelle place est-ce qu'on est prêt à vraiment donner à cet enthousiasme, à ce moteur si naturel et si puissant ? Alors, imaginez un instant. Et si la vraie connaissance, la plus utile, elle ne se trouvait pas dans les livres, mais au bout de nos doigts ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va explorer une vision de l'éducation où on apprend en faisant, en construisant, en résolvant des problèmes qui sont, bien réels. C'est la question en fait. Apprend-on la géométrie sur une feuille de papier ou en bâtissant un toit ? D'un côté, on a le savoir abstrait, les formules, les théorèmes. De l'autre, on a la compétence pure, brute de celui qui construit. Alors, où est le véritable apprentissage ? La réponse, croyez-moi, elle pourrait bien bousculer notre idée de ce que c'est que l'école. Eh bien, cette réponse, elle nous vient tout droit du MIT. C'est une idée vraiment puissante qu'on appelle le constructionnisme. L'homme derrière tout ça, c'est Seymour Papert. Et son idée est assez simple, mais révolutionnaire. On n'apprend pas en écoutant passivement, en absorbant des faits. Non, on apprend en construisant des choses, des objets concrets. En gros, la connaissance, on ne la reçoit pas, on la fabrique soi-même. Bon, allez, assez de théorie. Voyons voir comment ça marche en vrai, dans le monde réel. Premier exemple, on va sur un chantier, on va bâtir une charpente. Voilà le face-à-face. D'un côté, la géométrie. Vous savez, les cours, les angles, les théorèmes qui paraissent parfois si abstraits. Et de l'autre, un problème très concret. Il faut construire une charpente, un toit solide. Le truc génial avec le constructionnisme, c'est qu'il ne cherche pas juste à faire un pont entre ces deux mondes. Il nous montre qu'en fait, c'est le même monde. Et c'est là que tout change. Tout d'un coup, calculer un angle, ce n'est plus juste un exercice pour avoir une bonne note. Non, c'est une étape critique. Si on se trompe, le toit s'effondre. C'est aussi simple que ça. Chaque coupe de poutre, c'est un test en direct. Et l'assemblage final, c'est la preuve physique que la géométrie est maîtrisée. Du coup, le savoir change complètement de visage. La géométrie, elle sort du manuel scolaire pour atterrir directement dans la caisse à outils. Ce n'est plus un truc qu'on sait dans sa tête, c'est quelque chose qu'on sait faire avec ses mains. Ok, on a vu le bois. Maintenant, passons à la structure même de la vie, l'eau. Le principe, vous allez voir, il reste exactement le même. Comment on prend une science qui peut paraître super complexe et on la transforme en une compétence vitale. Le combat est le même. À gauche, la biologie telle qu'on l'apprend souvent. Des schémas, des cycles dans un livre. À droite, un projet bien vivant. Gérer un système de filtration d'eau pour tout un groupe. On passe des dessins sur une page à un véritable écosystème dont il faut s'occuper. Et là, attention, c'est de la vraie science.
D'abord, il faut analyser, comprendre comment tout fonctionne dans cet écosystème aquatique. Ensuite, on passe à la conception. On imagine un circuit de filtration qui va utiliser ces principes biologiques pour rendre l'eau pure. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, il faut maintenir cet équilibre super fragile jour après jour. La transformation, là encore, elle est radicale. La biologie, elle sort du labo ou du livre pour littéralement irriguer une communauté. Ce n'est plus une matière qu'on révise pour un examen, c'est une compétence qui assure la santé des gens. Son utilité devient évidente. Mieux, elle devient vitale. Allez, dernier exemple, on change complètement de décor et on plonge dans le monde numérique. On va voir comment la logique, un truc souvent enseigné de façon très abstraite, peut devenir un outil de construction hyper puissant. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a les exercices de logique, les algos qu'on fait sur papier, un peu dans le vide, sans but précis. Et de l'autre, on a un projet ultra concret, développer une application, un outil qui va servir à une communauté, qui répond à un vrai besoin. Le cheminement ici, c'est celui d'un vrai ingénieur. Tout part d'une observation. Quel est le problème? De quoi les gens ont-ils besoin? Après, c'est la phase de construction. On écrit le code, on le teste, on le corrige, on recommence. Et à la fin, c'est le déploiement, le moment magique où la solution est mise en ligne, où elle devient utile pour tout le monde. Et là encore, ça change toute la perspective. La logique, ce n'est plus juste un jeu de l'esprit, un exercice de pensée. Non, ça devient un vrai pouvoir. Le pouvoir de transformer une idée en une solution qui fonctionne, une solution qui peut vraiment changer le quotidien des gens. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on obtient avec cette approche? Quel genre de compétences on développe quand on apprend en étant branché directement sur le monde réel? Ce qui est fascinant, c'est que le résultat va bien au-delà de la simple accumulation de connaissances. On parle de compétences de survie, de vrai savoir-faire d'ingénieur. La personne devient tout de suite utile pour sa communauté. Mais surtout, elle gagne en autonomie, en capacité à agir sur son environnement. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la souveraineté. Cette phrase, elle résume tout, parfaitement. L'idée, ce n'est pas de voir le cerveau comme un disque dur qu'on remplit de données plus ou moins utiles. Pas du tout. C'est de le voir comme un muscle qu'on entraîne en résolvant des problèmes. Ou encore mieux, comme une forge, où l'on vient fabriquer des compétences solides, durables. Et on termine avec cette question pour réfléchir un peu. Et si, finalement, le meilleur des profs, ce n'était pas une personne? Si c'était un projet, un défi à relever, un truc qui nous passionne au point de nous obliger à devenir vraiment bons? C'est peut-être ça, la véritable clé de l'apprentissage. Et voilà des exemples parfaits. On n'apprend pas la géométrie pour avoir une bonne note à un contrôle, non. On l'apprend parce qu'on a besoin de construire une charpente. On n'étudie pas la biologie dans un livre, on l'étudie pour installer un système de filtration d'eau. Chaque savoir est connecté à une compétence réelle. Et au final, l'objectif, ce n'est plus d'avoir un diplôme, mais d'être capable d'être utile et autonome. Et tout ça, ça nous amène à un point crucial. On se retrouve face à un choix fondamental, une bifurcation qui ne définit pas seulement un parcours éducatif, mais carrément un projet de société. 2 chemins, 2 avenirs possibles. C'est le fameux dilemme de la pilule bleue et de la pilule rouge. La bleue, c'est le système actuel, le confort d'un chemin tout tracé, la sécurité en apparence, mais en échange de notre autonomie. Et la rouge, c'est la voie hors réseau. Un chemin plus difficile, c'est sûr, mais qui forge des individus capables de penser par eux-mêmes, de maîtriser leurs outils et au final, de reconstruire le monde. C'est là que toute la synthèse d'Eliotkova prend son sens. Ce n'est pas juste une critique pour critiquer, non, c'est la proposition d'un plan cohérent pour une nouvelle génération. Le but n'est plus de former des gens qui s'adaptent au monde tel qu'il est, mais de former les architectes qui bâtiront celui de demain. Et cette dernière phrase, elle résume absolument tout. Le projet est bien plus grand que l'éducation. Il est civilisationnel. Il ne s'agit pas seulement de créer un endroit pour apprendre différemment, mais un creuset pour forger les femmes et les hommes de la prochaine humanité. Une pensée vraiment puissante, qui nous invite à nous questionner sur le futur qu'on a vraiment envie de construire. Voilà, merci d'avoir exploré cette idée avec nous.